Michel Bousséroux est psychiatre et psychanalyste à Toulouse. Il dirige la revue de psychanalyse L'Enjeu lacanien, éditée par Erez. Il est l'auteur de nombreux ouvrages tels que Lacan, le borroméen, Creuser le nœud en 2014 chez Erez, ou encore 3 essais sur la sexualité mystique aux éditions nouvelles du champ lacanien. Vendredi 17 mars 2023, Michel Bousséroux présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage intitulé « Psychanalyser le pas comme tout le monde » paru aux éditions nouvelles du champ lacanien. Eh bien, bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Alors, je vous présente, si vous ne la connaissez pas tous, Dominique Touchon-Fingerman, qui est psychanalyste à Nîmes, pas loin de chez nous donc, mais aussi à Sao Paulo au Brésil. Elle est analyste membre de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, et puis elle est secrétaire actuellement de la CIG, c'est-à-dire la Commission internationale de la garantie. Du Collège international de la garantie pour justement pour l'Europe. Voilà. Donc je la remercie encore plus vivement d'être venu du Brésil, et surtout de Nîmes, pour repartir demain, puisqu'elle a des contraintes qui l'obligent de partir tôt en direction de Rennes, où il y a la journée nationale des collèges cliniques. Voilà, donc si vous voulez, je vais peut-être faire un tout petit préambule pour donner le ton de ce que je voudrais discuter avec vous. Et puis ensuite, il va y avoir Dominique qui prendra le temps un peu de présenter sa lecture de mon livre et puis les questions qu'elle se pose et qu'elle voudrait me poser. Voilà. Nous avons jusqu'à 10 heures, je pense, pour échanger. Alors, quelques mots pour, en quelque sorte, lancer la balle. Dans ce livre, qui est ici en vente, qui vient d'être publié il y a quelques mois, je me penche sur ce que j'appellerais, je dis ça en clin d'œil à mes collègues, à mes chers collègues qui sont partis à Rennes pour la journée nationale du collège clinique, des collèges cliniques de notre école, le PFCL. Donc, je me penche sur ce que j'appellerais la pointe du rase de Lacan. Vous savez, la pointe du rase, c'est vraiment l'extrême occidenté de notre hexagone. Je veux dire par là que c'est un moment de questionnement borroméen du dernier Lacan qui bute sur un roc, sur une pointe. De même que Freud lui-même a buté en 1937, en 1938, sur un roc. Le roc, comme il l'écrit dans Analyse finie et Analyse infinie, le roc cru, comme le dit la traductrice, le roc qui a cru en dessous, par en dessous. Un peu comme justement l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer de Plogoff. C'est ce gouffre qui se trouve
justement à la pointe d'Uraz et qui creuse la mer sous ce roc. En Bretagne, donc. Mais le roc de Lacan n'est pas celui de Freud. Hein? C'est le roc du Borroméen, le roc de Lacan, qu'il appelle par allusion à Moïse, au mont sur lequel est mort, soi-disant, Moïse, le mont Nebo. Donc il est fait équivoque avec Nebo, roméen. Or, autour de ce roc mental du nœud, il y a de forts courants. Il y a de puissants remous qui ont agité, qui n'ont cessé d'agiter la pensée de Lacan. Jusqu'à la fin de son enseignement, et dont le grondement, je dirais, se répercute encore aujourd'hui, oui, aux oreilles de ceux qui veulent encore penser la psychanalyse avec Lacan pour que la psychanalyse continue, non pas à se transmettre, car elle est intransmissible, comme je m'en explique dans ce livre, mais pour l'inventer. Il s'agit bien pour chaque analyste qui se réclame lacanien de réinventer. Contre vents et marées, des discours dominants, le coup de dé par lequel le discours de l'analyste, qui exclut la domination et qui donc enseigne ce qui ne s'enseigne pas. Ça aussi, c'est une déclaration de Lacan que j'essaie d'expliquer, peut encore faire offre sur le marché. Sur le marché. Et quel marché? Sur le marché de la grande illusion. Lacan nous a laissé pour cela quelques concepts, quelques outils conceptuels, quelques inventions, en particulier l'invention de l'objet petit 1, quelques dispositifs aussi, la passe, et puis la création de la section clinique, justement, dont je parle dans le livre aussi. Il y est question pour moi, donc, d'oser, comme je dis aussi dans ce livre, les fourmis rouges, qui, sur le ruban de Möbius, déchirent, courent à corps et à cœur perdu, sans le savoir. Après quoi? Après leurs propres traces, après leur propre odeur. Et sur lesquels le grand Michel Jonas invite à se coucher, invite à oser se coucher pour voir si l'amour reste. Eh bien, ce que j'ai couché par écrit dans ce livre m'a fait, comme analyste, oser les fourmis rouges de la langue. Oser m'y coucher. Pour voir avec le dernier boom de la dernière guerre, et vous savez de quoi je parle, avec le dernier espoir, si l'amour de Lacan, pour moi, l'amour de la psychanalyse, l'amour de la vie, tout simplement, qui court plus vite que les fourmis, même rouges, est resté. Eh bien, on peut y aller.
Ben allons-y. Allons-y avec beaucoup de plaisir que je suis ici et d'avoir cette opportunité de bavarder avec toi à propos de ton dernier livre publié aux éditions Nouvelles du Champ Lacanien, qui est en vente ici. Psychanalyser le pas comme tout le monde, essai de clinique psychanalytique. Et je voudrais te lire et vous lire un passage de Lacan à propos du bavardage que j'aime beaucoup, et chaque fois que je tombe dessus, je pense à Michel. Et en particulier à partir de cet essai, à propos de cet essai. Donc je te le lis. Ce que j'ai à vous dire, je vais vous le dire. C'est que la psychanalyse est à prendre au sérieux, bien qu'elle ne soit pas une science. C'est une pratique qui durera ce qu'elle durera. C'est une pratique du bavardage. Aucun bavardage n'est sans risque. Déjà, le mot bavardage implique quelque chose. Ce que ça implique est déjà suffisamment dit dans le mot bavardage. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que les phrases, ce qu'on appelle des propositions qui impliquent des conséquences. Les mots aussi. Bavardage met la parole au rang de baver ou postillonner. Elle la réduit à une sorte d'éclaboussement qui en résulte. Voilà, ça n'empêche pas que l'analyse a des conséquences. Elle dit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dire. Je ferme les guillemets. Donc je te le dédie, ce morceau de Lacan, ce morceau choisi de Lacan. Peut-être que tu pourras m'en dire quelque chose tout à l'heure. Merci, moi, Michel Boussirou, pour cet essai transformé en livre qui, une fois de plus, nous livre cette leçon de psychanalyse d'exception. Merci et chapeau bas pour cette réponse sans tergiversation, en 15 chapitres sérieux, à la question que nous pose Lacan dès son premier séminaire. Que faisons-nous quand nous faisons de l'analyse ? Une sérieuse série qui prend fin sur un pari, le pari du psychanalyste, qui est le dernier chapitre. En effet, à la question de la technique, Lacan répond par l'éthique d'un choix, ou pire, auquel mène la logique de la structure et de la cure. Donc, j'ouvre ton livre, Michel, par la dernière phrase, qui finalement oriente, fait boussole aux 15 chapitres précédents. Je cite Michel. Dernière phrase. Le pari de Lacan est le pari de l'acte psychanalytique. Lacan parie sur le psychanalyste qui se fait d'une fin de série, celle de l'objet A. Le pari du psychanalyste est pari sur la fin de série, pari sur son reste avec lequel le psychanalyste se fait. Il se fait produire avec ce qui n'est jamais certain, le pire, dont l'inconscient apporte langage pour fonder sur cette incertitude fondamentale la certitude de son acte. Merci, Michel. Pour oser, ici, déclarer les raisons de ce qui t'autorise au cliniquer, dont tu donnes en introduction la définition. Je vous la lis, vous irez la lire sûrement, vous l'avez peut-être lue. La définition du cliniquer. D'ailleurs, c'est un verbe qui n'existe pas en français, mais qui existe en portugais et en espagnol. Oui, clinicar. Et au clinique, voilà, clinica. La clinique, donc je cite Michel, la clinique étant d'abord liée au lit où le clinicien interroge le malade et l'inconscient étant
ce qui, dans l'expérience de la parole qu'est une psychanalyse, se lit avant tout. Le psychanalyste se doit de faire et défaire le lit de ce qui, au fur et à mesure des séances, se lit des dits analysants, et que le frayage de l'inconscient y couche par écrit. Appelons cela avec Lacan cliniquer. Je ferme les guillemets. Déclarer les raisons de son acte. Appelons cela avec Michel Bousséroux cliniquer. Le cliniquer nécessaire à l'acte de l'analyste, s'il veut être à la hauteur de l'invention de la psychanalyse et conduire chaque analysant vers sa raison. On écrit avec un « et ». Bon, qui plus est, Michel, j'ai passé une très agréable soirée pour préparer cette présentation avec la bande son. J'ai failli amener un baffle pour mettre ici les chansons, avec la bande son qui accompagne en contrepoint ces leçons de psychanalyse. Donc Michel Jonas, Bachung, Serge Gainsbourg, Francis Cabrel, Bourvil. Poète, poète. Tout en retrouvant les vieux copains d'accord, Francis Ponge, Fernando Pessoa, Baudelaire, Joyce. D'ailleurs, si on suit le fil de ce contrepoint de ton livre, que sont les notes de bas de page, qui trouve-t-on ou qui retrouve-t-on grâce à toi? Ceux dont le dire fait mathème ou poème. Tous ceux que je viens de citer, mais aussi Pascal, Aristote, Intica, Vapereau, Möbius, Gödel, etc. Donc, si on ne lisait que les notes de bas de page, je ne vous conseille pas, mais enfin bon, on peut feuilleter un livre. Si on ne lisait que les notes de bas de page, on saisirait d'emblée le ton, le cœur de ce qu'il faut pour psychanalyser le pas comme tout le monde. Il faut s'accorder du mathème et du poème. Et cela, vous allez me dire, on le savait déjà, si on suivait l'enseignement de Lacan et la lecture que tu en fais au cours de tes 15 livres. J'en ai compté 15. 15 chapitres, 15 livres. Et la lecture que tu en fais qui nous permet de mieux suivre, enfin, en tout cas moi, pas vous, me permet de mieux suivre le fil de l'enseignement de Lacan. Mais il y a plus ou mieux à ce propos du mathème et du poème dans ce livre, ou de moins en moins, il m'aura fallu tout ce temps pour le saisir. Il y a une espèce de cohérence, je vais en faire une question tout à l'heure, il y a une espèce de cohérence ou d'équivalence entre la lettre qui fait le poème et l'assemblage de lettres qui fait le mathème. Psychanalyser, cliniquer, dis-tu, implique de prendre en compte la démesure de la lettre, l'accord du mathème et du poème qui fait poète-poète au « mais pas ça ». Le poème ne vient pas supplémenter, consoler, dis-tu. Le poème ne vient pas supplémenter, consoler ou faire pièce à l'aporie du mathème. La matérialité implique aussi bien l'écrit de l'un que de l'autre. C'est de la langue qui n'a pas de sens que sort le poème et que se nécessite le mathème pour dire, écrire cette absence. Je dois dire qu'en parallèle de la lecture de ton livre, j'étais en train de relire Le savoir du psychanalyste et j'avais été étonnée d'y constater que ce n'est pas un hasard. Si Lacan, au même moment, il balance, comme si c'était un lapsus, pour la première fois, la langue, la raisonne avec « et », le mathème, sans parler des formules de la sexuation, du dire,
du poids de Papouasie qui surgissent en même moment dans le séminaire ou pire. J'ai entendu récemment le témoignage d'une analyste de l'école, un AE comme on dit chez nous, qui annonçait son témoignage comme ça. Ce que je peux en dire, ce n'est pas un résumé, c'est un résidu. Donc ce soir, je ne vais pas essayer de faire un résumé de ce que j'ai lu, mais je vais faire résonner quelques résidus de ma lecture et vous en faire part. Donc le psychanalyser le pas comme tout le monde. Tout le monde est fou, dit Lacan et tu nous le rappelles dans ton livre. Mais il y a fou et fou. Il y a ceux qui sont fous comme tout le monde, les névrosés fous de leurs fantasmes, et puis il y a ceux qui ont perdu la boussole du borroméen, dont tu nous as montré, dont tu nous montres de nouveau ici, les 3 lapsus possibles qui rendent ceux-là, ces fous-là, libres du borroméen. Tout le monde est fou, mais ce n'est pas tant l'universel de la folie qui intéresse le cliniqué, le pas comme tout le monde. L'universel de la castration. Mais comment chacun en est particulièrement affecté et comment chacun s'en débrouille singulièrement. Cliniquer passe par l'expérience de la parole du psychanalysant. Mais le psychanalyste se doit de faire et défaire le lit de ce qui, au fur et à mesure des séances, se lit des dits de l'analysant. C'est-à-dire, dans ce qui s'entend, dans ce qui se dit, à dada sur mon bidet, des turpitudes du fantasme, je ferme les guillemets, ou des vicissitudes du délire qui, malgré leurs particularités diverses, renvoient à l'universel et à cet objet-A que l'on est dans la poche ou qu'il s'objette dans l'autre. Mais, pour psychanalyser le pas comme tout le monde, le psychanalyste se doit de soutenir cette expérience de la parole jusqu'à ce que le frayage de l'inconscient y couche par écrit le poème en quoi il consiste. Ferme guillemets. Pour que l'analyse se termine, le psychanalyse se doit de. Nous retrouvons X fois cette expression du début à la fin du livre et à chaque chapitre. Michel Bousséroux nous fait la leçon ? Non. Il ose cliniquer. Il passe à l'écrit ce qu'il passe à l'acte quand il fait le psychanalyste. Quand il invente la psychanalyse à la mesure de chaque raison d'être. À page 98, je vous lis un petit passage. N'est-ce pas du psychanalyste lui-même que Lacan attend qu'il clinique, qu'il se couche ? C'est ainsi que j'entends ce que Lacan propose quand il dit que le psychanalyste réinvente la psychanalyse. Lacan propose, Michel ose. Donc, psychanalyser commence par faire le lit, accueillir celui qui fait comme tout le monde et rêve, comme Aristote en particulier, c'est le cas de le dire, qui rêve d'accorder le particulier avec l'universel. Tous fous, au point d'accorder le sujet avec l'objet fantasmatique. La page 125. Mais ainsi, cela n'en finirait plus de commencer et de recommencer. Si l'interprétation, l'analyste, donc, n'y mettait pas son grain de sel pour faire dérailler
cette machine à ressasser qu'est la neurose de transfert. Le grain de sel de l'analyste, c'est l'objet vidé de sa consistance symbolico-imaginaire de l'objet A pour que se détache du blablabla, que Barthes appelait parlait du grain de voix. Donc, pour que se détache du blablabla, le grain de folie de l'analysant. Cela peut laisser la voix libre à la langue et au langage. Soit ce pari qui pousse au dire. Dire qui procède du mais pas ça, du pas tout. Dire où résonne, où ressonne le réel, j'ouvre les guillemets, le réel du symptôme qui lui n'est pas fou. Tu dis à la page 125, cette particularité du symptôme qui n'est pas résorbable dans le délire universel. Je le cite parce que vous voyez, je me suis quand même régalée à lire ce livre. Alors tout au long de ces leçons, à aucun moment tu n'oublies la passe. Comme si on pouvait dire la psychanalyse pas sans la passe, à condition de l'acte. Et j'ai adoré ton chapitre sur la parenté en question selon Jacques Lacan, qui est formidable, et où justement tu dis, il s'agirait, c'est peut-être pas dans ce chapitre d'ailleurs, il s'agirait que l'analyse avertisse le psychanalysant de sa parenté avec la langue. Page 68, c'est à ce moment où Lacan conçoit la fin de l'analyse comme apparentement de chacun au poème que fait son inconscient, et c'est le moment où il fait la passe. Et puis alors cette phrase, c'est le sommet, je ne peux pas m'empêcher de vous la lire. Page 81. Le passant signe ce poème de lui-même insu, écrit sans lui, parce que savoir sans sujet de l'inconscient la langue, que l'eps d'un laps, il reconnaît, en le signant, être le sien. Le signant, il en endosse le dire, il en assume le réel. Formidable. Je ne sais pas si vous l'avez repéré en lisant le livre. Bon, je vais bientôt finir. Ben voilà, oui, que j'ai été un peu débordée par mon bavardage. Et je fais ce que je ne souhaitais pas faire, un résumé ou une paraphrase de ce que j'ai entendu. Je vais donc te redonner la parole en te posant quelques questions que mon ignorance laisse mal entendues. Donc, j'ai quelques questions, mais je vous invite à entrer dans notre bavardage aussi. Donc, je vais commencer, j'en ai toute une série. On va voir ce qui va se passer. Donc je reprends, Michel, la première, la question du mathème et du poème. En te demandant si tu serais d'accord avec ce que j'ai évoqué d'une même origine du mathème et du poème, tous deux issus de la langue et de son absence absexe. Je te pose la question parce que à la page 83, tu parles d'un abîme entre les deux, entre raison du mathème et raison du poème, où je place la psychanalyse, il y a ce qui sépare la logique d'une petite bafouille, un abîme. Voilà. Donc, voilà ma première question. Préparez les vôtres. Alors, tu fais bien d'en poser une d'abord, et puis on va voir la suite. J'aimerais que quand même la place soit faite à ce que chacun ici présent puisse aussi me poser sa question.
ces questions. Alors, je ne saurais comment dire à quel point ce n'est pas du bavardage que tu as fait là. Vraiment. Mais je suis absolument, Dominique, comment dire, soufflé, comme une bougie. Comme la bougie des guitours de Mallarmé. Soufflé. Ou comme le souffleur peut être soufflé dans son trou sur l'autre scène de l'inconscient. En tout cas, le concentré, le sérieux réel de ce que tu as écrit me souffle. Et je te remercie de me souffler, Dominique. Au double sens de ce que dit ce verbe. Tu as dit tellement de choses qui m'ont réveillé. Et Dieu sait que le réveil n'est pas facile. Réveillé du ronron des beaux discours. C'est pas un beau discours que tu as fait, pour moi. Ça n'a rien à voir avec un beau discours. Si ce n'est que c'est un discours d'analyste. Alors, je vais parler de ta question, bien sûr, mais j'ai entendu au départ que tu partis du bavardage, de la question de la pratique de bavardage, qui est pour Lacan une psychanalyse, qui est l'expérience analytique. C'est une pratique de bavardage pour l'analyste, comme pour l'analysant. C'est ainsi qu'il le pose. Mais c'est une pratique de bavardage qui comporte dans le mot lui-même, le signifiant bavardage, de la bave, c'est-à-dire de la jouissance. On bave, on en bave, mais on en bave au double sens d'en baver. On en bave, oui, comme un chien qui n'en peut plus devant le petit morceau d'os, mais oui, et d'os, bien sûr, l'os du réel, mais on en bave, vraiment, qu'est-ce qu'on se fait chier, qu'est-ce qu'on en sue, qu'est-ce qu'on en transpire à bavarder. Et ça, c'est l'analyse qui fait s'en apercevoir, parce qu'on s'en rend absolument pas compte quand on bavarde justement dans nos conversations courantes, dans nos tête-à-tête. Il y en a des tête-à-tête à l'heure qu'il est. Bon, ça c'est, je suis très touché que tu aies saisi pour la citer ce passage de Lacan et que tu me l'aies dédié. Ça me touche beaucoup. Alors évidemment, tu as articulé ça avec la fin de mon livre et la question du pari. Sur lequel je m'explique à partir de Pascal, du fameux pari de Pascal, mais pour dire que ce n'est pas le pari de Lacan. Que le pari de la psychanalyse n'est pas le pari de Pascal. Bien que Lacan est celui qui a le mieux saisi que dans le pari de Pascal, c'est toute la question de l'objet qui est en jeu, toute la question de la complexité de l'objet. Le pari de Pascal, c'est la monstration de la complexité de cette construction que Lacan a faite et qu'il appelle l'objet. Alors, tu as repris cette question de la fin de série. Effectivement, je crois que c'est un point essentiel qui est la chute, en quelque sorte, de ce dernier chapitre. C'est une chute. Mais justement, une analyse n'est pas une pratique de bavardage infini, sans fin. C'est une pratique de bavardage avec fin de série. Parce que si le bavardage peut être une série sans fin, eh bien, il n'y a pas d'analyse qui puisse finir. Et c'est à la responsabilité de l'analyste, à son acte, que revient la charge justement de faire de l'infinitude du bavardage quelque chose qui a un reste, comme tu dis,
qui a un reliquat même, hein, irréductible, hein, mais qui est justement ce qui reste et qui fait l'analyste, et dont se fait le psychanalyste, à partir de sa propre analyse, d'abord, et dans son rapport à ses analyses. Bon, pour revenir à ta question donc, de tout à l'heure, et je passe la parole tout de suite à la salle, avant que tu n'enchaînes sur tes questions, si tu veux bien. Alors, quelle était déjà ta question? Tu vois, j'ai déjà oublié. Sur la même origine du matin et du Voilà, le rapport de... Il y a un abîme. Il y a un abîme, effectivement, je le dis en commençant un séminaire qui fait un des chapitres, je dis qu'il y a un abîme de pensée, un abîme pour la pensée de la psychanalyse, entre ce que Lacan a voulu faire passer, c'est-à-dire enseigner de ce qui ne s'enseigne pas par le mathème. Dans le mathème, c'est une façon d'enseigner ce qui ne s'enseigne pas, hein, mais dont il espérait que ça soit transmissible. Son espoir avec le mathème, et mathème, qui dit mathème, ça veut dire quoi? Ça commence bien sûr avec des petites écritures. S barré, petit a, S1, S2, ces quatre petites lettres, écritures, ben, il les agence ensemble pour écrire les discours. Ça, c'est une construction qu'on peut appeler mathème. Ça mathémise le lien social, les différents liens sociaux. Ça fait mathème des différents modes de discours, c'est-à-dire de faire lien humain, social, sur 4 registres, dont le dernier est celui du psychanalyste. Bon, ça, c'est du mathème. C'est-à-dire, c'est une façon de vouloir transmettre à ceux qui s'intéressent à la psychanalyse d'abord, mais aussi pas seulement qu'aux psychanalystes d'ailleurs, transmettre quelque chose qui soit intégralement transmissible. C'était l'espoir, c'était l'ambition même de Lacan quand il a, disons, poussé assez loin cette question du mathème avec un texte comme celui qu'il appelle L'étourdi, hein, où il met au point non seulement la question des discours, mais la question de la sexuation. C'est-à-dire la façon dont chaque homme et femme s'inscrit de façon mathématisable dans la fonction phallique. Donc là, il propose quelque chose de l'ordre d'un mathème intégralement transmissible, sauf que dans l'intégralement transmissible, il y a un point d'impasse qui est celui du non-rapport sexuel. Donc, bon, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Bon, ça, c'est la question du mathème. Et le poème, on pourrait dire qu'il est un abîme, qu'il y a un gouffre qui sépare cette question du transmissible intégralement avec le poème. Parce que le poème, ce n'est pas du tout la question du transmissible, c'est la question de l'invention. Le poème, c'est une invention de la langue, une invention de l'inconscient dont l'analyse peut permettre, je dis peut permettre à celui qui en fait l'épreuve de se rendre compte que quelque chose de poématique, comme j'emploie ce terme, hein, qui d'ailleurs consonne avec mathématique, il y a le mathématique et il y a le poématique, mais quelque chose de poématique dans la langue peut faire résonance, hein, et non seulement résonance, mais peut amener à s'en faire le signataire, comme tu reprends cette phrase, hein, qui essaye de dire justement ce qui se noue là-dedans, hein, entre l'inconscient, celui qui signe le poème et ce qu'il écrit, c'est le savoir, sans sujet, mais celui qui le signe, c'est un sujet. C'est celui qui se prend sur lui, hein, d'endosser, hein, ce signifiant, d'endosser, de prendre sur son dos, hein, quelque chose de ce point de réel, de la langue. Voilà.
Alors donc, il y a un abîme, mais en même temps, c'est extrêmement noué. Et il est faux, je pense, c'est une erreur de vouloir opposer, comme certains élèves de Lacan ont voulu le faire, opposer le poème et le mathème. Et de dire, il y a eu l'époque du mathème, et puis Lacan a laissé tomber, il s'est rendu compte que c'était une impasse, et il en est revenu, et il s'est en quelque sorte, il s'est jeté sur le poème, sur Ponge, plutôt que sur les mathématiques. C'est totalement faux. Et on voit bien que c'est contigu, que c'est simultané. L'origine, c'est là la langue. Mais exactement. Qui, justement, n'a pas de sens. Voilà. Écrire les lettres, l'assemblage de lettres qui est un mathème, ou écrire un poème. C'est pas, tu as raison, l'un c'est pour essayer d'être transmissible, et l'autre c'est pour inventer. Mais c'est le même point d'origine. Il y a le même point d'origine qui est le point, qui est le trou. Qui est le trou, le trou incomblable. Hein, c'est le trou d'où l'on parle, d'où l'inconscient nous fait naître, comme par l'être. Hein. Mais le mathème, Lacan n'y a jamais renoncé. C'est faux de dire ça. Simplement, il a abordé les choses, c'est la question de l'une bévue, de l'inconscient, il a abordé à partir de la poésie, parce qu'il a été extrêmement interpellé par la question poétique de François Cheng, telle qu'il la traite pour la poésie chinoise. Pourquoi ? Parce que, au-delà de la poésie, disons, occidentale, française, au-delà de la poésie de Ponge, au-delà de la poésie de René Char, au-delà de la poésie même de mathématiciens, hein, comme les Oulipiens, qui traitent de ce qui ne peut pas se paraphraser. C'est ça la poésie, c'est ce qu'on ne peut pas paraphraser. Hein. C'est ce dont on ne peut jamais faire de résumé. Le poème ne se résume pas. Alors que le mathème résume. Hein, résume ce qui est irrésumable. Mais le poème ne résume rien. Il est irrésumable. Et c'est ça, justement, qui fait sa valeur intrinsèque. Donc, la question, c'est ça. Lacan n'a jamais voulu substituer le poématique au mathématique, au mathématisable. Cette fameuse phrase d'Encore, qu'on a citée, hein, le truc de l'inconscient ne sera pas mathématique. Voilà. On l'a utilisé de mille façons pour disqualifier, à un moment donné, dire qu'il se rendait compte que c'était un échec, enfin tout ça. Bon, il y a eu quand même le livre, très beau livre d'ailleurs, quand même un superbe livre, je veux pas lui jeter la pierre parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, de Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner, linguiste, philosophe, qui a quand même très bien su lire Lacan, qui a fait une lecture de l'œuvre claire de Lacan, justement, de la clarté qu'il y a, la clarté extraordinaire des écrits et du séminaire de Lacan. Pour lui, c'est d'une clarté, d'une limpidité mathématisable, justement. C'est le mathématique de la structure. Mais justement, il n'arrive pas à s'y faire à ce qui se passe après encore, avec le bromien. Il n'arrive pas. Il trouve que là, il y a un point de faiblesse, disons, intellectuelle chez Lacan qui renonce à la transmission intégrale, quoi. Alors que c'est pas du tout, me semble-t-il, sur ce registre-là que Lacan a avancé par la suite. Bon, on souhaiterait vous donner la... Voilà. C'est-à-dire qu'il se pense avec le corps et qui se fait avec le corps. La question de la manipulation des rondes de ficelle est au centre même de l'usage par Lacan de la problématique borroméenne.
Mais Claire, trouve votre question extrêmement juste parce que on a un peu l'habitude dans notre milieu jargonesque lacanien de considérer que le nœud borroméen, et je parle même chez les millériens aussi, que le borroméen, pas que les millériens d'ailleurs, le borroméen est une sorte d'impasse de Lacan, que Lacan s'y est échiné, qui s'y est usé jusqu'à en mourir même, hein, parce que vraiment, les derniers séminaires témoignent de cette usure de Lacan avec ses nœuds. Quand même, il y en a qui considèrent qu'il vaudrait mieux peut-être revenir un peu en arrière. Hein, c'est au Lacan d'avant, d'avant ce putain de Borromée qui est vraiment un truc de fou, de ouf. Il y en a qui sans le dire, se le disent, en coulisses, disons. Bon, mais bon, il y a une sorte de dévalorisation du Lacan borroméen. Hein, chez certains, chez quelques, je dis seulement. Mais en même temps, Michel, comment attraper le mépassa sans le borroméen? Exactement. Comment attraper le mépassa? Parce que, comme tu le dis, le mépassa, avec l'équivoque grec que Lacan y met, c'est-à-dire il joue entre le mépassa de notre langue française et le mépassa de la langue grecque classique, qui veut dire justement pas tout. Mépassa en grec, ça dit pas tout, ce qui n'est pas tout. Donc il emploie ça pour dire que le symptôme, ce qu'il travaille du nouage par le symptôme, c'est mépassa. C'est-à-dire que c'est pas tout. C'est le pas tout au sens des formules de la sexuation, le pas tout que le symptôme, justement, permet d'appréhender par la fonction du nouage du symptôme, c'est-à-dire sa fonction de nomination. Il n'est pas tout parce qu'il nomme. Et on ne peut nommer que ce qui n'est pas tout le symbolique. Tu parlais du pari de Pascal et du pari du psychanalyste, qui évidemment sont tout à fait différents. Mais justement, moi, ma question, je reviens un peu, je pose la question assez rapidement, parce que tu as expliqué aussi tout de suite quelque chose d'essentiel par rapport à la question que je me posais. Mais quand même, j'insiste, parce que quand il parle de la fin, enfin de ce qu'il tire du pari de Pascal, tu expliques qu'à partir de la règle des jeux, là, il y a 3 mathèmes, enfin je ne rentre pas dans les détails, et différentes positions du sujet, et tu différencies, enfin Lacan, en t'appuyant sur Lacan, la position du pari de Pascal à ce moment-là, et du pari donc du psychanalyste. Et tu expliques que pour Pascal, au fond, il parie le zéro, quoi, et il obtient une infinie de vie, enfin, quelque chose de cet ordre-là. Et que par contre, pour le psychanalyste, il parie de petit a à zéro. Enfin, la matrice qui définit le pari aboutit à ça. Et tout à l'heure, tu expliquais que c'était par rapport à l'invention de l'objet A. Et je me posais la question, quand même, de ce qui l'amène plus précisément à ce moment-là, par rapport au moment où, dans la télévision, il parle de cliniquer le passage du père au pire, enfin, qu'il faut cliniquer du père au pire. Et que ça, parier, enfin, parier du père au pire.
Alors, c'est une question qui n'est peut-être pas très claire, mais c'était dans cette avancée par rapport à la question de l'objet. Et qu'est-ce que tu peux en dire d'un peu plus précis, enfin, si tu peux, quoi? Mais oui, je vais essayer, Pierre. C'est une question, je trouve, très, 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 très pertinente que tu me poses et que tu te poses. Je dirais que le séminaire dans lequel Lacan déploie sa façon de concevoir le pari de Pascal, c'est le séminaire d'un autre à l'autre. Celui qu'il a soutenu après celui sur la logique du fantasme et avant celui sur les quatre discours. Et là, on y voit Lacan, on se demande pourquoi il s'intéresse tant au pari de Pascal. Ce n'est pas d'un point de vue métaphysique, bien évidemment. C'est pourquoi. Pourquoi? C'est par rapport à la question de l'objet. Par rapport à la possibilité de numériser l'objet A, comme il a fait dans la logique du fantasme, à partir de la relation anharmonique entre le 1 et ce qui est incommensurable avec l'un, et qui est l'objet A. Donc, il donne un chiffrage mathématique, Lacan, de ce qu'il considère pouvoir être mathématisable de l'objet petit a, comme justement ayant la valeur dans la divine proportion, depuis les Grecs, la valeur de l'inverse du nombre d'or, c'est-à-dire 0,618 et avec une infinité de chiffres. Donc on ne peut jamais arriver à bout, même avec les ordinateurs qu'il y a après. Eh bien, il dit ça c'est vraiment ce qui peut être mathématisable, approchable mathématiquement, parce que c'est une approximation de ce que j'entends par l'objet, dans ce rapport à l'un du signifiant, mais surtout à l'un de la jouissance et de la jouissance sexuelle, bien sûr. La jouissance du couple sexuel. Alors, à partir de ça, donc, Lacan explique différentes choses sur cette question du pari de Pascal. Avec ce que tu as repris, en disant qu'à un moment donné, de façon fugace, que la psychanalyse, c'est un pari bien spécial, qui n'est pas le même que celui de Pascal, qui est un pari sur l'infini. Pascal nous propose de parier sur l'infini, gagner l'infini, c'est-à-dire l'infini promis par Dieu, promis par celui qui fait acte de foi en Dieu. Donc, il ne s'agit pas, dit Lacan, de gagner l'infini dans une psychanalyse, certainement pas. Il ne s'agit pas de faire acte de foi dans l'autre fût-il Dieu, dans le psychanalyste qui serait Dieu. Bien sûr que non. Il s'agit de parier sur, au contraire, le trou. Le trou qui s'écrit S de grand A barré, c'est-à-dire qui justement est l'écriture de l'impossibilité de l'existence de Dieu. Qu'il n'y ait pas d'autre de l'autre. Il n'y a pas d'autre de l'autre. Il n'y a pas d'autre de l'autre, c'est ça, S de grand A barré. Il y a un trou à la place. Donc ça, c'est la façon dont Lacan engage, si tu veux, son dialogue intérieur avec Pascal. Son dialogue et son désaccord. Sa dispute avec Pascal et son pari sur son Dieu à lui, qui est le Dieu, non pas des philosophes, mais le Dieu de la religion, c'est-à-dire le nom du Père. Donc ça, c'est tout ce que Lacan essaye de construire pour dire la question de l'objet A, ça change complètement la donne du pari, justement.
Et quand il revient à la question du pari, à la fin de Télévision, donc un peu plus longtemps après, quelques années après, là, il a cette fameuse phrase, qui est la dernière phrase de Télévision, qui tombe là comme un cheveu sur la soupe, presque, en tout cas comme une énigme, comme un défi, avec sa phrase sur le pari. C'est à ne parier que du père au pire, de ce qui perdure de perte pure. Alors là, il s'agit, comme tu le dis, de parier, non pas sur Dieu, non pas sur le pire, mais du père au pire. Et que c'est une réponse à la question de quoi? De ce qui perdure de perte pure. C'est-à-dire, au départ, il y a quelque chose qui n'en finit pas de perdurer, c'est la perte pure qu'il y a dans le bavardage, dans l'être parlant en tant qu'il parle, la bave nous fait parier, mais c'est un pari qui ne parie que de perte pure. Et pour lui, la seule interprétation qui vaille, c'est justement une interprétation qui prend la relève, qui relève le gant de cette perte pure de la bave, du bavardage. C'est ce pari, justement, qui est l'interprétation comme pari, mais qui ne vaut qu'à ne parier que du père au pire, qu'est quoi? La jouissance, bien sûr, mais la question même de l'objet résiduel de la jouissance. Donc voilà comment je peux essayer de te dire comment je l'entends, je le comprends. Mais j'ai pris un exemple dans le dernier chapitre, j'ai repris une petite séquence cinématographique que je trouve très drôle, qui est ce petit passage du film de Lelouch, Hommes et femmes, qui est un très bon film de Lelouch, il y en a, et dans lequel il y a deux acteurs fabuleux, dont Bernard Tapie avec Lucchini, qui font un sacré couple, qui se retrouvent dans la salle d'un gastro-entérologue pour des résultats de biopsie de l'estomac. Et donc, ils ont tous les deux le résultat, dont l'un est négatif et l'autre positif. On annonce à l'un qu'il a un cancer de l'estomac et à l'autre que non. Mais sauf que dans le film, il y a une méprise, c'est-à-dire celui qui l'a croit qu'il a le cancer, et alors que c'est l'autre qui l'a. Enfin, il y a une entourloupe avec la secrétaire, mais peu importe, c'est pas ça. C'est que, alors, c'est étonnant d'ailleurs, parce que quand même, Tapie, quelques années après, s'est tapé un cancer d'œsophage. Quand même, il joue le rôle de celui qui prend en pleine gueule le diagnostic, et 3-4 ans après, il se retrouve être non pas l'acteur, mais celui qui le vit dans son être. Enfin, passons. La question, c'est ça. C'est qu'il dit, Tapie, qui est vraiment le super homme d'affaires, le super capitaliste, le mec à qui on ne la fait pas, exactement comme Pascal, en quelque sorte. Je me moque un peu de Pascal là, comme le fait Lacan, mais Lacan le dit. Lacan, il dit, Pascal, le janséniste, celui qui en a trop joui des petits plaisirs de la vie et qui s'est converti une belle nuit, c'était un sacré capitaliste. C'est un sacré capitaliste. Il a inventé la machine à calculer. Il a inventé la machine à jouir. Il n'a pas inventé le portable, mais presque. Il a inventé la calculette. Et c'est pas rien. Et bien justement, c'est ça que saisit Lacan. Pascal, il fait son pari en position de capitaliste. Il est dans le discours du maître. Donc c'est là que il dit ça à la fin du séminaire.
il est un maître, Pascal, un maître de la jouissance promise, la jouissance du paradis, pas du paradis, de l'infinité de vie. Hein. Mais il est dans cette position du maître qui parie sur la vie de qui? De l'esclave. Des esclaves que sont ceux qui se prêtent au pari, en pariant, en jouant leur petite vie. Hein. Donc c'est là que Lacan est quand même assez fort de faire cette lecture quand même, hein, de dire que quand même Pascal, c'est pas un petit maître, mais c'est un drôle de maître. Hein. Et là, bien entendu, on voit bien l'écart qu'il y a avec le pari de Lacan, le pari de la psychanalyse, qui n'est pas le pari d'un maître, hein, qui joue sur une promesse, hein, une promesse de psychanalyse sans fin. Mais moi, j'avais compris que quand même, s'il passait autant de temps avec Pascal, c'est que ça l'intéressait quand même, cette histoire de pari. Il est passionné par ça. Hein. Et quelque part, il me semble que, une phrase qui me sert pour sauver Pascal peut-être, il me semble qu'il dit, en fait, c'est pas tellement la question de Dieu qui intéresse Pascal, c'est la question de l'existence. Donc, oui. C'est dans le pari, c'est un pari qui met, qui met en scène le dire. Absolument. Ah oui, tout à fait. On peut le sauver un peu. Ah, mais je ne le voue pas aux enfers, hein, ni au purgatoire. Non, parce qu'on passe tellement de temps à travailler Pascal quand on lit le séminaire d'un autre à l'autre que... Non, mais je pense que Pascal était à sa manière un saint. Oui. Hein, et comme ce sont les saints qui nous permettent de rire du capitalisme, je lui tire mon chapeau, malgré qu'il ait inventé la machine à calculer. Mais bon, je pense que Pascal, écoute, c'est la lecture de Pascal qui, quand j'avais 18 ans, m'a passionné. J'ai lu tout Pascal. Et ça m'a ouvert à la philosophie, à la théologie, à plein de questions, et finalement à la psychanalyse. Parce qu'il était un peu insolent quand même, Pascal. Je ne lui crache pas dessus, hein, pas du tout. Je me moque, parce que maintenant, oui. je vois ça d'un autre point de vue, mais effectivement, il avait quand même quelque chose de génial avec les provinciales. Quand il s'est disputé à propos de la grâce, c'est extraordinaire quand même. Sur la question de la grâce, c'est fabuleux ce qu'il dit. En tout cas, ce que tu dis sur le pari du père au pire, moi, ça m'a soufflé aussi, parce que c'est une phrase qu'on cite dans les textes, dans les exposés, etc. Et parce qu'elle tombe bien quand on la cite. Mais je ne l'avais jamais entendue comme je l'ai lu avec ce que tu dis. C'est-à-dire, moi, j'en restais encore à la valeur, parce que la phrase, c'est l'interprétation qui satisfait à l'entreprès de la perte pure, pour qui ne parie que du père au pire. Bon, elle est tarabiscotée, cette phrase. Elle est très tarabiscotée. Elle est très tarabiscotée parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est affirmé, qu'est-ce qui est nié, qu'est-ce qui est... Et moi, j'en étais restée quand même à la valeur de la perte pure. Ah oui. Et voilà, et j'étais toujours un petit peu embarrassée sur ce pire. Et tout d'un coup, je l'ai entendu différemment. Oui, mais c'est vrai qu'on peut en faire... des interprétations très, très contradictoires. Hein, bien sûr. Il y a différentes lectures qui ne sont pas celles que je propose. Non, mais ça va, moi je la garde, celle que tu proposes. Le mathème, assemblage de lettres, formule en impasse le mathématisable. Ça, tu l'as trouvé chez Lacan, tu en avais... Dans l'étourdi. Dans l'étourdi. Mais bon, voilà. Et alors, tu dis quand même, toi, le mathème, formule en impasse le mathématisable, et cela, c'est ça passe. Hein, c'est ce qui du mathème passe. Et alors, ma question, simple, c'est pourquoi tu avances que les formules de la sexuation sont le vrai mathème ? Quel rapport,
de cette vérité au réel qu'elles écrivent. Eh bien oui. Et oui, j'essaye de l'expliquer un peu dans le texte, mais effectivement, il est habituellement entendu que, comme je l'ai dit, les 4 discours de Lacan sont des mathèmes. Hein, les 4 discours de l'analyste, du maître, du professeur et de l'hystérique sont des écritures mathématiques de différents 4 modes de lien social. Mais je soutiens que ce ne sont pas de vrais mathèmes parce que ça ne correspond pas à la façon dont Lacan, dans le séminaire encore, pose la question de ce qu'est le mathème à partir de Bourbaki. C'est-à-dire, il se fonde sur une interprétation qui est celle de Lacan, de Bourbaki, qui va plus loin que Bourbaki, parce que c'est pour ça que je dis que Lacan est hyper bourbakien. Il est plus que bourbakien, parce que lui, il conçoit le mathème comme assemblage, c'est le mot important, de lettres, assemblage de lettres, mais dont il dit que le mathème est fait de cela. Et on ne peut pas dissocier les lettres de leur assemblage, hein, de leur nouage. Il est fait, ils font. De leur nouage, hein, en fait. Et pour les formules de la sexuation, il le dit très... Il faut aller le chercher, mais il le dit dans le séminaire Les Noms du Père, hein, qu'il il serait, à son avis, pensable d'écrire à la place de X, dans les formules de la sexuation, F de X, hein, petit a. C'est-à-dire, ça mathémise l'objet petit a dans le mathème. C'est là que... C'est ce que j'ai essayé de démontrer quand j'ai fait un exposé à l'école l'an dernier sur cette question, à partir du commentaire d'un passage de, justement, télévision, sur lequel nous avons eu un débat avec Colette Solaire là-dessus, qui, elle, était un peu plus circonspecte et réticente à considérer qu'il n'y avait que les formules de la sexuation qui font mathème, ce que je soutenais. Pour elle, elle trouvait que c'était un peu fort quand même, que j'allais un peu fort de dire ça, et qu'elle pensait quand même que les 4 discours aussi valaient comme écriture de mathème. Et je l'ai soutenu parce que c'était la question de l'objet petit a. Hein, là où l'objet petit a, justement, peut rejoindre le mathématisable. Hein, c'est pas seulement, et là il y a une sorte de virage chez Lacan qui est différent de ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'il considère l'objet petit a comme numérisable, comme un nombre d'or, inférieur négatif du nombre d'or. Là, Lacan ne reste plus sur cette idée d'associer, de mathémiser l'objet de la psychanalyse avec le nombre d'or. Là, c'est autre chose. C'est avec la question même de l'assemblage de lettres et donc du nouage, puisque c'est à ce moment-là qu'il introduit le nœud borroméen. À la fin du séminaire encore, il introduit pour la première fois les nœuds borroméens pour traiter justement cette question de l'assemblage. Comment ça peut s'assembler, hein, les ronds de ficelle. Si je réponds un peu à ta question. Ma question difficile, c'était sur l'objet A. Justement. Alors oui. La complexité de l'objet A, parce que justement, tu nous as rappelé cette relecture de Lacan des formules de la sexuation, hein, qui donne à l'objet A la valeur de déterminer le choix de jouissance. Hein, mais dans ces 15 chapitres, hein, il semblerait que tu abordes l'objet A selon diverses perspectives cliniques. Hein, parce qu'il y a l'objet A du fantasme, il y a l'objet A de la perte pure, il y a le pire,
Et tu as cette expression magnifique qui dit « le rail de l'objet A qui va de la perte au pire ». Mais il y a un parcours dans ton livre qui montre la complexité de l'objet A. Et à un moment donné, tu penses que tu utilises l'expression « corriger l'objet ». C'est un signifiant qu'utilise Lacan quand il parle, dans le texte de Lettres aux Italiens, ou je ne sais plus, où il dit j'ai construit, il dit pas j'ai inventé, j'ai construit l'objet A qui est extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il dit que ce qu'il a construit est d'une grande complexité. Complexité au sens, bien entendu, où l'emploient les mathématiciens. Complexité mathématique et logique. Donc cette complexité, on la rencontre déjà dès le moment où Lacan essaye de faire une topologie du fantasme et du cross-cap en utilisant des surfaces topologiques pour rendre compte justement du rapport que nous avons avec cet objet. Que dans le fantasme, nous avons un rapport extrêmement complexe à quelque chose qui ne peut que s'écrire avec une petite lettre. Nous avons un rapport à quelque chose. Alors ça, c'est très complexe, ce rapport. Et Lacan ne l'aborde que par, justement, un rapport de coupure bien spécial, de coupure particulière, de surface, entre une part qui est celle, justement, du sujet qui est divisé par cet objet, dans le fantasme. Et donc ce rapport de division, de séparation, de coupure, de non-complémentation, de supplémentation, enfin, on peut multiplier les mots pour en parler, c'est le rapport que nous entretenons avec ce quelque chose qui est, et c'est ça à mon avis l'essentiel, ce avec quoi opère le psychanalyste. Parce que sans ça, nous serions dans des discussions picocrines sur ah, c'est fabuleux, l'objet petit a, c'est magnifique. Mais non, ce n'est pas un problème, justement, de spécialiste. C'est un problème de pratique, d'éthique. Il n'y a pas de psychanalyste s'il n'opère pas de cette place, de ce quelque chose, qui est ce quelque chose inconnu de l'analysant. On me fait un signe, nous sommes arrivés sur la deadline. Bonsoir. Il s'agissait d'une rencontre avec le psychiatre et psychanalyste toulousain Michel Bousséroux à la librairie Ombre Blanche le 17 mars 2023 autour de la publication de son livre Psychanalyser le pas comme tout le monde, édition nouvelle du champ lacanien, réalisée et mise en onde par Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre.